Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième épisode de Parlons d'immigration avec Maître Maxime Lapointe en version audio. L'objectif encore aujourd'hui, c'est de revenir sur les événements marquants de la journée en matière d'immigration. Il y en a beaucoup. Dans les dernières années, on disait « il y a presque un article sur l'immigration par semaine. Le sujet est populaire et tout ça, mais... récemment, on disait c'est rendu pratiquement un par jour et là, c'est plusieurs articles par jour. Chaque partie provinciale est en train de planifier la rentrée. Alors, bon, tout le monde parle, comme je disais hier, d'un sujet différent. Et on a hâte à la rentrée là, parce que, bon, on va en parler de chacun des parties. Mais juste avant, Romain Chuet couvre encore aussi bien que d'habitude l'exode, disons, là, de travailleurs ou visiteurs ou demandeurs d'asile du Mexique, ressortissants du Mexique qui entrent au Canada, on le sait, sans visa pour entrer au Canada et qui décident de quitter vers les États-Unis par la frontière nord. Donc, il y a des groupes qui s'affichent sans gêne sur les réseaux sociaux disant on part à telle heure, donnez-nous 5 000 $ et on va aller vous porter aux États-Unis. Et Romain Chuet fait un bon travail pour suivre l'actualité tout en relayant les propos des politiciens. Et là, bon, le Parti conservateur commence à dire également que ce serait peut-être le temps de remettre un visa aux ressortissants du Mexique. Donc, il y avait une belle entrevue de Yasmine Abdel-Fadel sur les ondes de Cube avec Luc Bérol, député conservateur. Donc, et j'en parle dans mon livre pour une immigration plus transparente. Je pense qu'on est rendu là pour les ressortissants du Mexique, malheureusement, là. Les demandeurs d'asile en provenance du Mexique ont bondi x10 depuis qu'on a enlevé l'obligation de visa. Beaucoup d'agences de placement de travailleurs embauchent des Mexicains, pas de permis de travail. Au sein d'agences pour qui le client final ne regarde pas trop finalement si les gens ont des permis de travail. Donc il y a vraiment un gros ménage à faire au niveau des sans-papiers / immigrants temporaires. Là. Donc, les recenser, là, ce serait vraiment une priorité pour le gouvernement provincial sur le territoire, savoir à qui on a affaire ici. Donc, c'est un sujet qui ne lâchera pas, qu'on va députer l'actualité au provincial et au fédéral, dans le fond, parce que ça fait partie de la lettre de François Legault, hein, donc, qui parlait de la capacité d'accueil des demandeurs d'asile et surtout du Mexique. Donc, c'est un sujet qui, aujourd'hui, a pris encore de la place dans l'actualité. Bon, deuxièmement, on a Guillaume Clich-Rivard, Québec solidaire, qui suggérait un débat avec Paul Saint-Pierre Plamondon pour parler d'immigration. D'entrée de jeu, je dois le dire, là, je trouve ça quand même assez triste que deux partis souverainistes qui sont dans l'opposition plus ou moins éloignés du pouvoir. Là. Bon, selon les sondages, c'est sûr que le PQ est très fort, donc... il y a les partis peut-être qui veulent l'attaquer, mais reste que c'est dommage. C'est François Legault avec qui on a besoin de débattre en immigration et de lui faire comprendre des choses. Bon, finalement, Guillaume Clich-Rivard, Paul Saint-Pierre Plamondon se sont lancés des lettres par les médias sociaux. Ça a été repris par des chroniqueurs comme Elsie Lefebvre, entre autres, au journal. Chez Québécois, Richard Martineau aussi, qui est en entrevue avec Elsie Lefebvre, donc Guillaume Clich-Rivard qui a passé une journée difficile dans les médias, les positions de Québec solidaire, aussi précises soient-elles, sont incomprises, mais loin quand même d'être autant incomprises que les positions du Parti libéral, qui est en retraite actuellement à Thetford Mines, et là où on a vu directement sur les réseaux sociaux, dès que Marc Tanguay est sorti, on disait « ça va nous prendre plus d'immigrants ». On n'est même pas capable de livrer les services qu'on a besoin avec les immigrants qu'on a là. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires, c'était unanime. Le PLQ sont dans le champ. On veut moins d'immigrants. Donc, on voit la population sur les réseaux trouve qu'il y a trop d'immigrants. Là. Donc, c'est un sondage non officiel, mais en lisant les commentaires, on voit que c'est quand même assez... disons, négatif envers l'immigration. Et pour la CAQ, bon, très bonne ligne aujourd'hui de Bernard Drinville, quand même, dans la joute politique, en disant à Justin Trudeau que le bar open de l'immigration, il faudrait que ça arrête parce que, bon, les écoles débordent, on doit créer des classes de francisation. Et on a vu hier dans l'actualité aussi que francisation au Québec, de la misère à livrer. Donc, c'est un autre exemple d'ingérence quand même du provincial qui a décidé de s'occuper de la francisation des immigrants. Donc, le gouvernement
qui décide de gérer quelque chose qui aurait pu être très bien être géré par le privé et où il y a des cafouillages majeurs, surtout dès que ça touche l'informatique, au gouvernement provincial, exemple la SAC, c'est quand même difficile. Donc François Legault qui est de retour dans le paysage, mais qui n'a pas parlé beaucoup, du moins aux médias, puis je pense qu'on va moins le voir. Les chroniqueurs politiques semblent dire qu'on va moins voir François Legault en 2024. Donc peut-être ça va être les ministres eux-mêmes qui vont prendre plus la parole. Et je voulais terminer avec des dossiers du praticien, sans donner vraiment des détails, évidemment, des clients du bureau, mais juste vous donner des exemples qui reviennent fréquemment pour qu'on comprenne bien, des fois, les limites des politiques d'immigration au Québec. Donc, la première, c'est une Française qui prend un rendez-vous au bureau et qui a un permis de vacances-travail qui vient du fédéral. Donc, c'est dans le programme Expérience internationale Canada, qui est un sous-programme du programme Mobilité internationale, qui lui est toutes les exceptions finalement du programme régulier, là, que j'appelle régulier, mais qui est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, on est dans des sous-programmes exceptionnels et on a accès, quand on a 18-35 ans, d'une liste d'environ 30 pays, on a accès à un permis de travail ouvert dans certains cas, fermé. Il y a des quotas. Bon, pour la France, le nombre de quotas annuels autour de 8000 permis est plus bas que l'engouement du programme. Donc, il y a plus de gens qui veulent déposer que de places, mais c'est dommage, premièrement, parce qu'exemple, en Australie, le quota est illimité. Il y a des Australiens de 18-35 ans qui veulent venir travailler au Canada avec un permis de travail ouvert, puis visiter, puis travailler où ils veulent, changer de province. Il n'y a pas de limite. Mais pour des Français, on a une limite, et c'est un permis de 2 ans. On aura un permis de 2 ans uniquement si on réussit à documenter, puis c'est pas si difficile, mais il faut le savoir, une assurance voyage de 2 ans. Donc, si on arrive à la douane avec une assurance voyage de 3 mois ou d'1 an, le douanier va nous donner 1 an. Et c'est le cas de la cliente du bureau cette semaine. Donc, elle a eu 1 an et c'est écrit clairement sur le site d'Immigration Canada. Il n'y a pas de surprise, mais quand même, c'est une mauvaise nouvelle. Si vous avez une assurance de moins de 2 ans, vous n'aurez pas un permis de travail de 2 ans. Donc, et vous ne pourrez pas le changer par la suite. Donc, on a un permis de travail qui vient à échéance au mois d'avril et on revient au programme régulier. C'est toujours régulier pour la compréhension des gens. Il ne s'appelle pas comme ça, mais c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires dans une demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail à Service Canada et une demande au ministère de l'Immigration du Québec. Et c'est ces 2 ministères-là qui rendent une décision conjointe qui, elles, permettent de demander un permis de travail. Bref. Si l'employeur ne veut pas se prêter au jeu du recrutement international, le parcours d'immigration va terminer abruptement pour la personne. Et j'ai des cas comme ça où l'employeur dit « Ah non, moi je veux pas faire une démarche pour toi, c'est trop cher » et les frais de gouvernement de 1 000 $ au fédéral et 444 $ au Québec sont à payer obligatoirement par l'employeur, ainsi que les frais d'avocat. Donc la facture monte quand même à plusieurs milliers de dollars et on peut pas facturer le travailleur pour ça. Donc si l'employeur dit non, le travailleur, mais sa vie au Québec s'éteint, et c'est pas le cas avant 2020, avant la réforme du programme de l'expérience québécoise. Eh bien, c'était 12 mois de travail à temps plein à un niveau de français. On pouvait demander la résidence permanente. Et là, maintenant, c'est 24 mois de travail à un niveau de français. Donc, on arrive à la journée où on pourrait demander la résidence permanente, mais notre permis de travail fini, on ne peut plus travailler. Donc, j'ai un cas comme ça où là, l'employeur essaie de voir peut-être qu'il va le faire, peut-être pas, et la personne stresse parce que les jours sont comptés. Et j'ai un autre cas identique où on a prolongé le permis de travail dans les derniers mois, mais l'employeur n'a pas voulu, donc on est vraiment sur du temps emprunté. Et là, on va se qualifier dans quelques semaines à la résidence permanente dans le programme Expérience québécoise, mais j'ai quand même des doutes à savoir est-ce qu'on va se faire refuser si, exemple, le permis de travail qu'on a demandé est refusé dans quelques mois. Est-ce que le Québec va le demander, le permis de travail en cours de route, pour valider que le statut était valide? Beaucoup de questions dans un programme de l'expérience québécoise qui a été réformé et où les taux de refus sont très élevés. Là, j'en parlais hier, j'en reparle aujourd'hui. Parce que demain, j'ai une rencontre sur ce sujet-là. Un étudiant étranger qui avait un permis de travail de niveau baccalauréat et qui a décidé d'aller faire un DEP et là, qui demande la sélection permanente comme étudiant étranger au Québec, basé sur son DEP, mais donc étudié avec le mauvais permis. Pardon. Et dans un cas comme ça, le Québec s'est doté d'une compétence qui lui permet de refuser de traiter le dossier ou de rejeter la demande si la personne est en défaut de son statut fédéral. Et ça, les avocats d'immigration à l'Acadie, l'Association des avocats, c'est quand même objecté à
cet ajout-là réglementaire qui fait quand même en sorte que le Québec vient agir dans une compétence qui est fédérale. Donc, si tu ne respectes pas ton obligation fédérale d'étudier pour la bonne école, bref, on va pas traiter ton dossier. Et c'est ce qui arrive dans la réalité. Donc, les cas du praticien, qui sont pas toujours sensationnels pour faire les manchettes, c'est quand même des cas actuellement où des Français francophones de France au Québec depuis 1 an ou 2 n'ont plus accès à la résidence permanente et devront quitter le Québec parce que les programmes provinciaux actuellement sont trop rigides au niveau de l'expérience de travail ou de la démonstration à faire du caractère effectif des études. Donc, les étudiants étrangers vont se faire prendre dans le détour. Ça va être médiatisé dans les prochaines semaines. Surprenez-vous pas, je vais vous en reparler. Et pour les travailleurs étrangers, le permis vacances-travail, c'est un permis qui est géré par le fédéral. Le Québec n'a aucun droit de regard sur ce permis-là, qui a une durée de 2 ans. Peut-être si la durée était de 3 ans, exemple, on pourrait cumuler 2 ans de travail pour demander la résidence permanente. C'est un ajustement qui pourrait être fait facilement par le fédéral. Réduire l'expérience de travail à 12 mois, le Québec a refusé de suivre ma recommandation qui est dans mon livre pour une immigration plus transparente. Et moi, j'annonce la mauvaise nouvelle au bureau à toutes les semaines à une personne de France qui me dit « Mon employeur ne veut pas renouveler mon permis de travail ». Donc, une très grosse journée encore aujourd'hui. Honnêtement, la rentrée 2024 est chargée. Je vous invite à écouter les épisodes précédents et à m'écrire pour me faire parvenir peut-être des sujets que vous aimeriez que je traite ou des invités que vous aimeriez que je reçoive dans mon émission maxime@mlavocat.com.